Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mardi 7 septembre 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés où les bourses européennes évoluent plutôt en baisse ce matin, dans l'attente de la reprise surtout des échanges à Wall Street après un long week-end et le Labor Day hier. De ce fait, la bourse de New York était fermée lundi. La réouverture de Wall Street pourrait justement permettre de dicter une tendance sur le marché après le choc provoqué par l'annonce vendredi dernier de création d'emplois bien inférieure aux attentes. Et surtout, à 2 jours aussi de la réunion de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, jeudi. Car pour l'instant, on constate qu'on a des marchés qui évoluent un peu en ordre dispersé, on n'a pas vraiment de tendance et très peu de volatilité depuis le début de la semaine. Ce matin, côté indicateur, les investisseurs ont pris connaissance du climat de l'investissement en Allemagne, l'indice ZOO, qui a continué de se dégrader et même plus nettement que prévu en septembre, comme le montre l'enquête mensuelle de l'Institut ZOO. Son indice du sentiment économique, calculé sur la base justement d'un sondage auprès d'investisseurs, a reculé à 26,5 après 40,4 en août, alors que les économistes, le consensus prévoyait en moyenne une dégradation moins importante, à 30 points à peu près. Force est de constater qu'on assiste, après une forte reprise et après une euphorie sur pas mal d'indicateurs économiques, à un retour à la normale, un élément que j'indiquais maintenant depuis pas mal de temps. Il va falloir s'attendre à une normalisation des indicateurs macroéconomiques maintenant dans les semaines à venir, que ce soit l'indice ZOO, que ce soit les PMI manufacturiers. Bref, un retour à la normale devrait se faire, je pense, dans les semaines et les mois à venir. Enfin, au cours du deuxième trimestre 2021, le PIB, lui, a augmenté quand même de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'Union européenne par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui avait justement annoncé des hausses de 2% dans la zone euro et de 1,9% dans l'Union européenne. Donc des chiffres supérieurs aux attentes qui montrent quand même que la croissance fait son retour dans la zone, dans l'Union européenne. Côté macro maintenant, ici nous avons le bilan de la Fed par rapport au S&P 500. Encore une fois, l'expansion du bilan de la Fed tend à pousser l'indice S&P 500 à la hausse, comme vous pouvez le voir. On constate très clairement deux choses. La première, c'est que le bilan de la Fed a atteint son plus haut niveau et le S&P a atteint lui aussi son plus haut niveau. Très clairement, le bilan de la Fed évolue en tandem avec le S&P 500. Et vous voyez que généralement, lors de grosses crises économiques ou de krachs boursiers, le fait de sortir le bazooka monétaire, eh bien, derrière, permet quand même au marché de reprendre des couleurs et d'accélérer à la hausse. Et lorsque le bilan, au contraire, se stabilise, vous voyez qu'ici, pendant la période de 2015, les marchés n'ont pas fait grand-chose et même quand on a une réduction des achats d'actifs ou lorsqu'on diminue le bilan, les marchés n'apprécient pas tellement la démarche des banques centrales. Ici, c'est même quand la Fed avait voulu relever ses taux, derrière, grosse dégringolade. Et puis, bien, en 2020, le krach lié au Covid, c'est du jamais vu dans l'histoire. Les bilans de la Fed a quasiment doublé en l'espace de 15 mois. C'est des injections pharaoniques de liquidités.
comme on n'en a jamais vu dans l'histoire des marchés boursiers. Donc forcément, derrière, eh bien, le S&P a gagné 100% en l'espace de seulement 15 mois. Donc, encore une fois, le S&P, c'est pas la première fois dans l'histoire que le S&P gagne 100%, mais c'est la première fois que le S&P gagne 100% en seulement 15 mois, à peine. Et donc ça, pareil, il va falloir commencer à se montrer plus prudent maintenant sur les indices, même si pour l'instant la dynamique est très clairement haussière, mais surtout si vous êtes un investisseur action, je vous invite à sélectionner les meilleurs titres, les meilleurs dossiers et surtout ceux qui résisteraient le mieux à une correction boursière pour justement ensuite se repositionner dessus afin d'avoir des titres qui pourraient surperformer d'autres secteurs ou d'autres types de compartiments dans les indices. Donc voilà en tout cas ce qu'il faut retenir de ce graphique et surtout si vous êtes un investisseur action, faites une sélection drastique des titres lorsque le marché devient un peu euphorique. Enfin, pour faire un parallèle justement avec la hausse un peu stratosphérique du S&P et l'euphorie qu'on a depuis peu sur les marchés, on remarquera ici, c'est l'allocation en actions des clients privés qui a atteint un niveau record. Et là, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'on a atteint un pic, derrière, on a quand même eu une belle correction. Alors, tout de même, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une correction majeure ou un crack boursier, mais c'est quand même intéressant de noter qu'à chaque fois que les investisseurs et les opérateurs deviennent un peu euphoriques et accordent une allocation assez importante dans les actions, derrière s'ensuit une correction. Ici, c'était en 2007, on avait atteint un pic d'allocation à 56% sur les actions. Là, c'était justement quand, si on fait un parallèle, eh bien, la Fed avait arrêté l'expansion de son bilan. On a eu en même temps la crise de la zone euro. L'allocation était à 62,5. Derrière, on a quand même eu des corrections sur les S&P 500. Ici, bah, justement, c'est quand la Fed a voulu relever ses taux. Derrière, pareil, on a eu une belle correction sur le marché. Et aujourd'hui, on a dépassé en tout cas les niveaux précédents de 2007 et de 2015 et on a une allocation en actions des clients privés qui avoisine les 65,2%. Encore une fois, il faut se montrer prudent quand les opérateurs sont euphoriques et au contraire se montrer plutôt avide lorsque les opérateurs ont tendance à paniquer. Donc, ce graphique, je trouve, fait plutôt bien le parallèle avec le graphique précédent où on a quand même, oui, des marchés assez haut perchés, des valorisations un peu extrêmes et des opérateurs qui commencent à devenir un peu trop euphoriques, je pense. De ce fait, la prudence est de mise et encore une fois, ne soyez pas surexposés sur le marché action. C'est toujours bien et intéressant d'avoir quand même une poche de liquidité pour justement profiter peut-être d'une correction de 3, 4, 5, peut-être 6, 7%, un peu plus, que sais-je, pour justement reprendre la dynamique qui est actuellement en marche. Et encore une fois, via une sélection de titres que vous aurez effectué en amont pour sélectionner les dossiers qui surperforment, les dossiers qualitatifs et en très bonne santé. Côté graphique, il se passe absolument rien sur les indices, sur le CAC 40, on est vraiment neutre. Ça va être très court, la partie graphique. Sur les indices, j'ai envie de dire tout simplement, ne pas trader, c'est aussi trader. Voilà. On est à 2 jours de la BCE, on a des marchés européens qui ont pris quand même 1% hier, mais qui finalement n'ont pas cassé des niveaux clés de prix, je trouve. Pour moi, on est toujours dans la zone de neutralité. On a
Pas beaucoup de volatilité quand même, encore une fois, sur les marchés et j'attends, encore une fois, mes niveaux clés. Donc là, très clairement, je vous invite tout simplement à soit ne pas trader, à vous montrer patient, mais en tout cas en swing trading, on est dans des marchés un peu vaseux, un peu léthargiques, on n'a pas beaucoup d'opportunités sur les indices depuis quelques jours, à part se positionner ici sur la borne basse ou la borne haute. Mais dans l'ensemble, je constate que les marchés commencent à manquer de souffle, de carburant, ou soit sont dans l'attente d'un catalyseur, peut-être la Banque centrale européenne ce jeudi, qui pourrait éventuellement déclencher un flux directionnel. Mais en tout cas, à court terme, je ne vois pas d'opportunité pour du swing trading. Pour moi, on est toujours dans le range et j'attendrai tout simplement la cassure de la borne basse ou de la borne haute pour vous proposer un plan de trading. Mais ici, passer à l'achat pour viser les 6780, bon, le ratio n'est pas génial et à la baisse, on n'a pas de signal de retournement sur des unités de temps plus courtes. Donc, pour l'instant, je me montre encore patient et j'attendrai d'avoir un flux directionnel, tout simplement pour opter pour une stratégie dans un sens ou dans l'autre. Mais pour l'heure, range, neutralité, pas grand-chose à faire en tout cas sur les indices. Même constat pour le DAX, toujours dans le range, très clairement. Passez votre chemin, on a une belle bougie flux, on est d'accord, on est venu chercher la borne haute de ce range quasiment. Et c'est le même constat que sur le CAC 40 hein, pour moi ici. Alors en intraday, oui, ou en scalping, bien sûr, il y a toujours quelques points à prendre, mais je préfère me positionner dans des mouvements flux et directionnels, plutôt opter pour des stratégies swing. Et là, encore une fois, en swing trading, eh bien, j'attendrai, comme sur le CAC 40, mes zones techniques pour, une nouvelle fois, intervenir. Et très clairement, la zone qui va m'intéresser n'a pas changé, ça reste la borne haute du range ou la borne basse. Et ici, pour moi, on est un peu au milieu de nulle part et ça me dérange. Donc, je préfère encore une fois me montrer patient. En données 4 heures, j'ai pas plus d'informations que ça. On est au milieu du range selon moi. Bon. Toujours les difficultés de savoir si on est dans un range ou de nouveau un triangle. Je vais attendre d'avoir un historique de prix un peu plus long pour savoir si finalement, là actuellement, j'ai très clairement envie de partir dans un range. Et si effectivement, là, on fait des rotations pas vraiment complètes, on va pas chercher la borne haute, peut-être que je réajusterai ce range sous la forme d'un triangle. Mais quoi qu'il en soit, on consolide. On consolide très clairement depuis maintenant bientôt un mois dans cette fameuse zone 16 000, 15 400. Donc forcément, on va avoir un flux directionnel qui va se construire, je pense, à la cassure voilà, des bornes qu'on vient de définir, à la hausse ou à la baisse. Mais pour l'heure, plutôt un marché réservé, je pense, aux traders expérimentés qui savent très vite protéger leur trade, car on part un peu dans tous les sens et on n'a pas beaucoup de flux, difficile d'aller chercher plus de 100 points sur l'indice DAX actuellement. Voilà pourquoi je préfère rester à l'écart dans l'attente d'avoir un signal assez clair et une tendance bien définie par le marché. Le Dow Jones, on ne fera pas le point dessus, l'indice était fermé, certes les futurs sont ouverts, mais bon, je ne vais pas revenir dessus. Le plan reste le plan, on consolidait dans un triangle ascendant sur le Dow Jones, donc j'attends la cassure ou soit un retour sur la borne basse de mon range ou une cassure des plus hauts historiques. Donc on fera le point demain avec l'ouverture américaine cet après-midi à 15h30. L'euro-dollar, pareil, le forex c'est mou, il ne se passe pas grand-chose. En données 4 heures, on est toujours à l'intérieur de mon canal haussier. De ce fait, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule maintenant. Je reste haussier. J'aimerais bien qu'on
parviennent à breaker le niveau des 1,1875. Mais encore une fois, l'euro n'a pas vraiment envie de déclencher un flux à 2 jours de la BCE, j'ai l'impression. En tout cas, ça reste aussi. On ne va pas passer vendeur maintenant. On est maintenu en échec sur les 1,1875, mais toujours à l'intérieur de ce canal haussier. Chico qui vient soutenir les prix. Donc pour moi, le niveau d'alerte, ce serait sous les 1,1875 éventuellement. Pour l'heure, je reste haussier, mais effectivement, ça cale. On a un marché qui piétine, je trouve, qui a du mal à pulvériser en fait tout simplement sa résistance à un 18,75. Malgré la sortie de l'élargissement descendant, l'avalement haussier qu'on a en données hebdomadaires, qui plaide quand même pour une reprise haussière, le pivot clé, ça reste les 1,1875. On ne passe pas baissier sur ce niveau, en tout cas pour l'instant en données 4 heures, en données horaires, c'est toujours haussier. Celles et ceux qui sont positionnés avec l'avalement haussier, je vous invite à remonter votre stop, peut-être mettre un stop à break-even en cas de mauvaises news. Mais dans l'idéal, ce serait d'attendre la cassure des 1,1875 pour aller chercher les 1,1950. En tout cas, c'est le plan que j'ai depuis la semaine dernière et il n'a toujours pas changé. Le GBP-AUD, on avait mis en place une stratégie vendeuse. Je vous invite juste à mettre votre stop à break-even. Ou du moins diminuer dans le sens où le marché n'a pas envie d'aller chercher son plaqué jaune, donc j'attends un peu. Pour moi, ça reste baissier, je veux dire, on n'a pas réussi à reconquérir des niveaux clés. Ce niveau, ça correspond pas à grand chose, c'est quand même pas une grosse zone de prix. J'aurais bien aimé qu'il effectue un pullback, mais si on affine un peu en données daily, on n'arrive pas à breaker le niveau des 61,8. Donc potentiellement, soit vous restez en position et vous gardez votre trade et vous vous dites qu'on peut aller chercher bien plus loin, soit certains d'entre vous ont quand même pris des bénéfices avec l'accélération, même si on n'a pas atteint de quelques pips. J'avais un objectif, voilà, 1,85. Bon, on est allé à 1,8530. Peut-être que certains ont fait une prise de bénéfices, ont baissé leur niveau de stop, mais ce serait dommage qu'on ait une remontada du GBP-AUD de se faire sortir, alors que on avait eu quand même une belle entrée sur l'indice. Donc, les plus prudents mettront peut-être un stop à break-even et surveilleront effectivement la cassure. Pour moi, si on repasse au-dessus de ce niveau, je pense très clairement, voilà, si on a une clôture au-dessus de la mèche ici, il faudra penser à baisser le stop, à se mettre à break-even. Car là, on pourrait repartir. Deux stratégies, très clairement, si on break ce niveau, stop à break-even ou attendre la cassure de la zone et de la même 50. Dans ce cas-là, si votre stop loss était ici, ça vous fait au moins baisser votre stop loss, mais vous sortez quand même en perte. Alors que si vous le diminuez et que vous avez réussi à prendre le trade sur le pullback, vous êtes à break-even, voire avec un léger en stop win. Bon, en tout cas, pour l'instant, on fait un pullback sur l'ancien niveau de support devenu résistance. Ici, on est maintenu en échec avec la Kijun. Je vise quand même l'objectif final, le plaqué jaune hebdo, couplé avec la ligne de coup du double creux. Bon, en tout cas, surveillez bien cette paire et n'hésitez pas à adopter un peu, à modifier votre money management en fonction de la cassure ou non de cette résistance. L'euro NZD. L'euro NZD, j'aime bien la dynamique. J'évoquais justement le chandelier de retournement qu'on avait eu ici avec l'étoile du matin d'Oji en fausse cassure. Derrière, on refait un avalement 4 heures, donc peut-être que certains d'entre vous se sont positionnés soit ici, soit après l'avalement avec un stop loss sous les plus bas. Bon, c'est en train de partir, mais j'aimerais bien qu'on arrive à breaker la résistance à l'intérieur du range.
Je vous disais durant la baisse qu'on avait un support à l'intérieur de ce range. Vous voyez qu'ici, on est venu chercher au point près notre résistance et derrière, bon, ce serait intéressant d'avoir une cassure de cette résistance pour pouvoir passer à break-even. Y aller chercher en TP1 le milieu de range vers 1,6814, 1,6853 et en TP2 une rotation complète des prix. Bon, pour l'instant, ça tient. On a bien eu un bear trap, mais j'aimerais la cassure de la résistance à l'intérieur du range pour pouvoir vite protéger le trade et ensuite aller chercher notre TP1 et notre TP2. Donc, à suivre sur l'euro NZD. Une dernière paire peut-être. J'en avais noté une, mais je ne me souviens plus laquelle c'est. Peut-être l'euro-yen, il ne s'est pas passé grand-chose. Je reste toujours haussier sur le plan. Peut-être l'AUD-USD qui tente de faire le pullback pour justement tenter de se repositionner dans le sens de la hausse. Effectivement, ça pourrait être intéressant de suivre ce plan. L'objectif théorique du V-bottom reste les 0,7588. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train d'effectuer un pullback. Et qu'on est aussi, on retrace au niveau des 23,8. Bon, pour moi, le plan, ce serait d'essayer de se repositionner ici pour de nouveau viser TP1, TP2 et pourquoi pas anticiper le range à venir. Là, ce que j'aime bien, c'est de nouveau la MM50 qui viendrait se mettre sur notre ancienne zone. Et donc, si les prix viennent chercher ce niveau, pourquoi pas avoir un range derrière, en donné à mon avis horaire. En données horaires, c'est pas très intéressant. Je le voyais pas aussi haut le Twitch. Je pensais qu'il aurait été un peu plus bas. Plutôt en données 4 heures, ça va m'intéresser. Bon, en données horaires, forcément, on a la MM200 qui est pas loin, mais l'AUD-USD, très clairement, je surveillerai un retour dans la zone. Là, pour moi, payer ici, ce n'est pas très intéressant. Mais un chemin de retournement, si on retourne dans notre zone de support, ça voudrait dire qu'on vient faire un pullback, vous voyez, sur le fameux V-bottom. Quand même un très beau V-bottom. On est parti faire TP1. Et donc là, c'est le niveau que j'attends sur l'AUD pour se repositionner dans le sens du flux. Bon, malheureusement, la zone ne correspond pas à un niveau clé de Fibonacci. Le niveau des 38,2 est juste en dessous, mais à suivre, surtout si on accélère et qu'on vient chercher notre moyenne mobile 50, je pense très clairement qu'on pourrait se repositionner dans le sens du flux pour derrière aller chercher au moins le TP1. Et TP2, lui, n'a pas changé, ça reste l'objectif théorique du V-bottom. Pareil, on fera le point dans les jours à venir si l'AUD USD vient chercher cette zone clé. Pour rappel, cette zone clé, voilà, c'est ce gros niveau qui est juste ici. Une belle zone de polarité qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises par le passé. Donc là, on pourrait venir faire un test de la résistance cassée, devenue support, donc un pullback avant de repartir. Le gold, bah, il ne se passe rien aussi sur le gold. Finalement, ça retombe. Le niveau qui va m'intéresser, là, ça reste la zone des 1790, effectivement, pour se repositionner une nouvelle fois. Zone de support hebdomadaire couplée à notre oblique. Donc effectivement, si le marché retombe pour des prochaines semaines, c'est très clairement pour moi un niveau à mettre à profit pour essayer de se repositionner dans le sens du flux, enfin dans le sens de la tendance primaire. Mais à court terme, bon, bah,
On tente timidement de faire une reprise haussière, hein, effectivement, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, mais il ne faudrait pas qu'on retombe sous la moyenne mobile 200. Car là, derrière, on invaliderait un peu cette mini reprise haussière qu'on est en train d'effectuer. Et derrière, pour moi, on viendrait une nouvelle fois chercher le seuil clé des 1800-1790. Mais sinon, encore une fois, la résistance clé, elle, n'a pas changé, ça reste 1830. Voilà, ce niveau clé de prix. Alors peut-être une épaule, tête, épaule, effectivement une ETI inversée. Bon, pour l'instant, c'est qu'une hypothèse, hein. Elle n'est absolument pas validée, ni même confirmée. Il faudrait justement retourner sur les 1790. Mais effectivement, ça pourrait être un scénario intéressant de se repositionner ici avec anticipation d'une deuxième épaule pour viser un retour sur les 1830. Et si derrière on casse, on pourrait avoir un très beau flux directionnel en direction des 1910. Pour l'instant, rien n'est fait, on ne va pas s'emballer. Ça prend potentiellement la forme d'une ETI, mais il faudrait qu'on aille plus bas et qu'on forme une deuxième épaule. À l'inverse, si on ne va pas plus bas et qu'on accélère et qu'on break les 1830, dans ce cas-là, j'estimerais qu'on a un signal technique haussier pour aller chercher en TP1 1850 et en TP2 1910. En données 4 heures, on n'a pas plus d'informations. Ouais, j'ai pas envie de tracer, de m'amuser à tracer des figures qui n'existent pas. Voilà, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Justement, on est un peu sur un niveau clé ici. Si on break, comme je vous le disais, il y a une probabilité qu'on aille chercher les 1790. Mais pour l'heure, rien à faire, à part pour celles et ceux qui vendent à chaque fois le niveau des 1830. Effectivement, ça offre quelques points. Mais pour ma part, pour l'instant, je préfère chercher des achats sur les gros niveaux de support. Concernant le Brent, bon, c'est pas glorieux sur le pétrole. C'est pas glorieux. On a des investisseurs qui optent pour des achats à bon compte après le repli qu'on a eu hier, tandis que d'autres s'inquiètent toujours du ralentissement de la demande. Après la baisse des prix concédée par l'Arabie Saoudite à ses clients asiatiques dimanche, donc un marché qui hésite. Il faudrait qu'on repasse au-dessus du canal aussi. Bon, parce qu'on a eu un bull trap ici, que ça va retomber. Pour ma part, je reste aussi avec invalidation du plan sous la mèche qui est juste là. Le marché s'est fait ici en l'absence des investisseurs américains. C'est notamment eux qui drivent essentiellement le marché du pétrole. Donc, attendons de voir cet après-midi pour voir si justement les investisseurs américains vont paniquer ou au contraire effectuer des achats à bon compte. Mais pour ma part, je garde mon plan haussier. Voilà. On verra maintenant si le marché invalide mon plan de trading ou pas. En tout cas, je ne passe pas baissier maintenant. Je n'ai pas de signaux non plus. On est toujours sur un gros niveau technique, mais effectivement, le fait qu'on repasse sous le niveau de support et qu'on réintègre le canal n'est pas forcément de bon augure pour la suite. Bref, le plan reste le plan et j'attendrai de voir cet après-midi pour voir si effectivement, si on accélère à la baisse, peut-être qu'il faudra commencer à couper son trade avant que le stop ne soit touché. Et dans le cas contraire, voir si le marché parvient de nouveau à passer les 72,50 pour justement accélérer et aller chercher mon TP1 à 75,60. Ouais. Je peux toujours venir prendre la Tenkan, mais effectivement, d'un point de vue weekly, j'estime qu'on a eu un signal technique haussier qui a été validé la semaine dernière. Bon,
après, normalement, dans ce type de setup, le stop loss se place juste en dessous. Après, la ratio n'était pas forcément terrible pour aller chercher le TP1 et le TP2. Il n'y avait même pas un ratio de 1 pour 2. Mais logiquement, le signal d'invalidation, c'est sous ce niveau. Ma foi, j'ai voulu affiner pour ma part cette stratégie avec la sortie du canal et placer le stop loss juste en dessous. Donc maintenant, on verra bien si le marché me donne raison ou tort. Le light, bah, c'est exactement la même chose, seulement on n'avait pas eu notre cassure Tenkan Kijun. Et en données daily, on a, du moins le marché n'a jamais réussi à franchir la bande haute de son canal et la moyenne mobile 50. Alors que sur le Brent, on avait quand même déjà franchi ce gros niveau technique clé. Mais sinon, la situation reste sous la même. Bon, sur le light, je n'avais pas mis en place un plan de trading. J'étais plutôt sur le Brent, car j'estimais qu'il surperformait le light à court terme. Mais sinon, la situation est exactement la même. Hein, et si on retombe sur le niveau des 66-68, je pense qu'on pourrait peut-être avoir une nouvelle vague de baisse un peu plus profonde sur le marché. En tout cas, pour l'instant, on a des gros niveaux quand même ici. J'attends de voir tout simplement la réaction des marchés cet après-midi et voir si oui, on va enfoncer ces niveaux et derrière invalider mes plans ou au contraire des opérateurs qui vont tenter d'effectuer des achats à bon compte et relancer le récent flux haussier qu'on avait depuis maintenant fin août. Les cryptos maintenant avec le Bitcoin qui cède un peu du terrain ce matin. Bon, j'ai envie de dire qu'on achète la rumeur et qu'on vend la nouvelle avec le Salvador, le premier pays qui officialise le Bitcoin comme monnaie légale. Donc forcément, les journaux ont fait couler de l'encre ces derniers jours pour parler du Salvador et du Bitcoin comme monnaie légale le 7 septembre. Derrière, hier, on a eu l'annonce du président qui justement nous a dit qu'il avait acheté 200 BTC et aujourd'hui, finalement, on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Le BTC lâche 3%. Néanmoins, on reste toujours sur un niveau de support. Donc, pas d'inquiétude dans l'immédiat. Le marché, lui aussi, a besoin de reprendre son souffle. En données 4 heures, ça reste haussier, toujours soutenu par la Kijun. Bon, pas de divergence baissière. Pour moi, on effectue le pullback. Pour l'instant, on est sur le pullback. J'attends de voir la suite. Je reste haussier, pas de panique. Peut-être que certains vont justement profiter du pullback pour se positionner et essayer d'aller chercher les 53 250 points. Mais sinon, pas d'inquiétude plus que ça sur le BTC. En tout cas, tant qu'on ne repasse pas sous la zone des 50 000 $, les acheteurs gardent la main. Là, pour moi, on effectue juste un pullback. Mais effectivement, si on repasse sous la zone, là, je pense qu'on aura une dégradation de la dynamique haussière et qu'on pourrait de nouveau repartir en direction des 46 000 points. Mais pour l'heure, bon, on a eu un beau break haussier. Pour moi, c'est un pullback. Tant qu'on évolue au-dessus de la Tenkan, de notre Kijun 4 heures et qu'on ne vient pas break ce niveau, j'estime qu'il n'y a pas d'alerte baissière à avoir sur le BTC. L'Ethereum, lui, c'est le support de 3007, très clairement. Donc là, c'est pareil. Alerte baissière si on break ce niveau. Là, c'était notre niveau de pullback, c'était un bon niveau de prix.
On est peut-être monté un peu haut, un peu vite, normal que le marché consolide et reprenne son souffle. Donc, sur les terres, pour l'instant, je garde toujours en TP2 les 4180. Logiquement, celles et ceux qui sont rentrés à la cassure du triangle ont pris une partie de leurs bénéfices. Si vous paniquez, eh bien, vous pouvez de nouveau prendre une partie de votre bénéfice, mais au moins remontez votre stop. Et mettez votre stop entre la Kijun et la Tenkan. Vous remontez pour avoir un stop win. Donc ça, si le marché finalement dégueule et corrige un peu plus, bon, bah, vous vous faites stopper avec un gain et avec un stop win. Et au contraire, si finalement on consolide dans un range, eh bien, vous êtes bien content d'avoir justement remonté votre stop pour ensuite aller chercher le TP2 à 4180. En tout cas, pour moi, ça reste haussier. Bon, on avait une micro-divergence. Ok, pourquoi pas. Je l'avais même pas vu. On avait une petite divergence, effectivement. Bon, elle a fonctionné. Hein. L'objectif, c'est quoi? C'est les 50% de la dernière vague de hausse. On est venu chercher 38,2. On est venu chercher les 38,2. Mais pour moi, on est sur un niveau de support daily et couplé avec MM50. Voilà pourquoi je vais opter maintenant potentiellement pour un range de consolidation. Voilà, ici. Et je mettrai une alerte baissière si on clôture sous les 3700. Mais pour l'instant, range et les gros supports tiennent. Donc, force est de constater que sur le BTC ou l'Ethereum, actuellement, on teste les gros niveaux de support. Donc, tant qu'on n'enfonce pas ces niveaux de support, il n'y a pas de raison de paniquer. Au contraire, essayez de mettre à profit les niveaux de support pour se repositionner dans le sens du flux. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour faire de nouveau un point complet sur la planète finance.